En réalité, l'être humain est ce qu'il est. Lorsqu'on lui donne des pouvoirs, il sait en abuser. Qu'est-ce qui n'est pas controversé dans cette vie? Le mythe, il a la vie dure. La légende, encore plus. Il parle de ces esclaves qui vivaient dans un doux esclavage. Parce que l'esclave n'a qu'une ambition, vivre libre. Jusqu'à maintenant, en France, on ne parle pas de traumatisme historique et pourtant il y en a. En fait, quand on étudie l'esclavage, c'est cela que l'on étudie. C'est la liberté, cette lutte intemporelle pour que l'homme soit l'homme. Le 10 mai 2001, la France vote la loi reconnaissant la traite négrière et l'esclavage pratiqués par les Européens entre le XVe et le XIXe siècle comme un crime contre l'humanité. Crime lèse-humanité avait déjà dénoncé le député Thuriot à l'Assemblée nationale en 1794. Ce sont, en effet, plus de 12 millions d'hommes, de femmes ou d'enfants d'Afrique et de ses abords qui ont été déportés, dont 1 250 000 par la France. Cette histoire mondiale de l'esclavage est parfois encore réduite à celle d'un commerce dit triangulaire entre l'Europe, l'Afrique et les Amériques. Un commerce triangulaire que des générations d'élèves ont tracé et continuent de tracer sur leurs cahiers. Et l'océan Indien dans tout cela. Lui qui fut le premier océan du monde par l'intensité de son trafic bien avant la colonisation par les Européens. C'est l'histoire de cet océan, rendu invisible dans l'histoire de l'esclavage, que je vais vous raconter. C'est mon histoire, celle d'une île isolée, à 900 km à l'est de Madagascar, à plus de 9000 km de la France. Je suis Bourbon, peuplée depuis 1663. Je suis La Réunion. Je suis, depuis 1946, un département français. Inscrite le long de mes rivages, au cœur de mes pitons, cirques et remparts, c'est l'histoire d'individus dont l'humanité fut niée, mais qui ont pourtant posé les fondations de la société réunionnaise. Nous avons des traces de l'esclavage depuis 4 millénaires. L'esclavage est donc un système ancien qui a été pratiqué durant l'Antiquité par les Égyptiens, les Grecs, les Romains. Dans l'implantation des civilisations rurales, jusqu'au XVIIIe siècle pour l'Europe et jusqu'au XIXe siècle pour les autres continents, l'esclavage a été la pratique la plus répandue dans l'organisation du travail et dans la base de la structure économique. Pour alimenter le marché d'êtres humains, des négociants ont organisé de vastes migrations qui ont concerné d'abord le bassin méditerranéen durant l'Antiquité et les rives de l'Atlantique
après la découverte du Nouveau Monde et la création des plantations coloniales. L'esclavage reste l'esclavage. Mais dans les Mascareignes, en particulier ici, à Bourbon, il n'était pas le même que celui des plantations américaines. Sa forme a été influencée par l'histoire ancienne des sociétés de l'océan Indien et par leur rencontre brutale avec la colonisation européenne. Les esclaves déportés par les Européens venaient de régions où l'esclavage existait déjà. Ainsi, à Madagascar ou sur la côte est de l'Afrique, la plupart des femmes réduites en esclavage devenaient concubines, domestiques ou travaillaient dans les champs, les mines ou l'artisanat. L'esclavage que nous étudions et dont nous parlons, vous et moi, c'est un esclavage issu de la géographie, c'est-à-dire c'est un esclavage qui a vu le jour après 1492, c'est-à-dire quand l'Europe a rencontré la géographie des pays chauds. Parce que l'esclavage existait auparavant, au cœur même de l'Europe. Ésope fut esclave. Un certain nombre de philosophes et de pédagogues enseignants de la Grèce antique étaient esclaves. Il y a une nature de l'esclavage issue de la géographie qui voit le jour à partir du XVe siècle. C'est de cet esclavage dont nous allons parler, l'esclavage européen délocalisé dans les terres chaudes tropicales, et c'est la géographie qui est le moteur de la mise en place de ce système esclavagiste. Ce système esclavagiste, à la différence de l'esclavage antique, repose cette fois-ci sur la différenciation de la couleur. Donc il faut rappeler que l'esclavage a toujours existé en soi. Mais la racialisation de l'esclavage a débuté avec la traite arabo-musulmane, la traite subsaharienne, avec la violence, des castrations, etc. pour les eunuques. Puis cette racialisation s'est accentuée avec le Code noir. Et elle a été légitimée par la biologie, par la science au XIXe siècle. Donc ce qui veut dire que la science a reconnu l'infériorisation des Noirs. Donc ce qui a légitimé la relation de violence maître-esclave, dominant-dominé, puisque et violence psychologique, notamment à travers l'humiliation. Malouya, ou même la féwa moins, et malouya ou même pouguetta moins. Fait noir citer la tombe si nous passé. Messieurs gain garde en l'air. Le bonnes étoiles y brillent. Se manquer ou comprendre les histoires longtemps. Alors, écoute même, arrête la dit la fée et rôde pour comprendre. Lorsque le roi de France commence à s'intéresser à l'océan Indien, il n'a Dieu que pour les grands espaces, c'est-à-dire les Indes et la grande île Tanibé ou Madagascar, qui s'appellera ensuite l'île Dauphine. Les petits espaces ne l'intéressent pas vraiment et il ne projette pas de les peupler et de les mettre en valeur. En 1664, Colbert va créer une société de marchands, la Compagnie française des Indes orientales, et le roi va accorder toute latitude à cette société pour administrer l'île Dauphine et les îles circonvoisines en son nom. Tandis que le commerce des esclaves fait par les Européens dans l'Atlantique commence dans les années 1440, celui en direction de mes côtes n'émerge qu'à la fin des années 1660, avec 2 siècles d'écart. Les routes empruntées par les navires négriers ne sont pas les mêmes. Contrairement au commerce triangulaire atlantique,
Ici, la traite a débuté par des échanges occasionnels entre les colons de mes rivages et les trafiquants d'esclaves de Madagascar. Ce n'est qu'en 1718, près de 60 ans après l'arrivée des premiers colons, que la Compagnie orientale des Indes, chargée de mettre en valeur mes terres, a officiellement encadré ce commerce. Le roi de France, lors de la création de cette compagnie, va autoriser les colons qui s'y installent à Madagascar à se marier aux femmes malgaches à condition qu'elles soient converties au catholicisme. Et comme les Français vont être ensuite chassés de Madagascar, ils vont se replier ici, à l'île Bourbon, où ils vont recevoir une concession. Et la première société bourbonnaise est donc une société métissée. Mais à l'époque, les lois de l'hérédité ne sont pas connues, les lois de Mendel ne sont pas connues, et donc tous croient que c'est l'homme qui apporte le capital génétique et la femme n'apporte rien. C'est bien que les couples de Français et de Françaises qui verront ici les couples mixtes avec des enfants métis vont être malheureux. Et ces couples vont alerter le vice-roi des Indes, Jacob Blanquet de la Haye, en 1674, quand il sera de passage, pour qu'il mette terme à la mise en place de tels couples. Il ira dans leur sens, puisqu'en décembre 1674, il rend une ordonnance qui interdit les mariages entre blancs et négresses et entre noirs et blanches. Et de fil en aiguille, les serviteurs noirs qui vivaient dans cette société eh bien, vont être réduits, ravalés au rang d'esclaves. Et la séparation sera alors nette entre les blancs qui seront en position de dominant et les noirs qui sont en situation de dominer. Et d'ailleurs, c'est le code noir qui a été adopté pour les Antilles en 1685 qui a été utilisé ici pour rendre la justice dans la première société bourbonnaise. À moi-même le femme, le bonhomme, le kaniki. À moi-même le mounité écrasé. À moi-même la mer y donne la vie. La terre y zermine en pontiac. Mi souffle ainsi pour bonne son nom. Mi veille pour ça y gagne pas causé. Ou la mettre à moi en l'esclavage. Ce moment nous déroule était pareil même. Cet esclavage qui a été pratiqué ici a été étudié sur le plan démographique par Jean-Marie Filliot. Et dans ses travaux, Jean-Marie Filliot établit qu'entre le début de la pratique de l'esclavage dans les années 1670 jusqu'en 1810, 160 000 esclaves ont été introduits dans l'île, dont 110 000 pour la période 1767-1810. Et sur ces 160 000 esclaves, 45% étaient malgaches, 40% des Africains de l'Est, 2% des Africains de l'Ouest et 13% des Indiens. J'aurais aimé te parler, Marie-Anne-Thérèse Ombline, dit Madame Desbassins. Te demander de me raconter ton histoire pour comprendre, mieux comprendre mon passé, notre passé, mon histoire, notre histoire, comme je ne peux le faire physiquement, de présence à présence, de corps à corps, de chair à chair. Alors je te propose, si tu le veux bien, de te parler d'esprit à esprit, d'âme à âme, d'échanger avec toi spirituellement par l'intermédiaire de la matière et de mes mains.
de te permettre de renaître à nouveau, de revenir cette fois-ci dans un but de réparation, de repenser l'histoire. Alors, si tu es d'accord, nous pourrons parler. Je sais que nous avons peu de temps, le temps de ta création. Alors parlons tant que nous le pouvons, avant que je te dépose sur ton sol, avant que tu m'abandonnes, pour discuter avec d'autres personnes. Et lorsque l'on a dévoilé les horreurs du système esclavagiste, cela a traumatisé les gens. Et puis, je peux vous dire aussi qu'il fallait un défouloir. Un bouc émissaire presque. Un bouc émissaire, mais j'allais dire le mot, un bouc émissaire, parce que sinon, on ne sait pas contre qui se retourner. Ça ne peut pas être contre la France, ça ne peut pas être contre n'importe quel propriétaire d'esclaves, alors que Madame Desbassins à Saint-Paul n'était pas la seule propriétaire d'esclaves. Pendant toute la période où elle vivait, il n'y a pas eu beaucoup de critiques ou d'attaques à son égard. C'est beaucoup plus tard, je dirais même longtemps après sa mort, que ça s'est déclenché. Il faut dire qu'à l'époque, l'esclavage était un fait tellement courant et codifié que, d'ailleurs, je vous dirais que tous ceux qui en avaient les moyens possédaient des esclaves, même les anciens esclaves affranchis, bien sûr en petit nombre, 1, 2. Tous ces êtres humains, arrachés à leur terre, furent jetés sur mes rivages. Enchaînés, brutalisés, ils étaient marchandés comme de simples biens avant d'être dispersés au sein des habitations. Pour leurs maîtres, ils n'étaient qu'un investissement à rentabiliser à tout prix. Regroupés la nuit dans les camps, ces âmes brisées étaient assignées à des travaux de l'aube au crépuscule au son de la cloche. Surnommés « noirs de pioche », ils défrichaient et cultivaient mes terres. Ils pêchaient dans mes eaux, construisaient des habitations, érigeaient des infrastructures, transportaient des marchandises. On les forçait à combattre les invasions de sauterelles et même à se battre comme soldats dans les guerres contre l'Angleterre. Les enfants étaient mis au travail de la canne vers l'âge de 12 ans. Les vieillards, épuisés par les années, surveillaient les champs et les bâtiments. Toute l'histoire de l'humanité repose sur la liberté. Tous les mythes, toutes les mythologies, toutes les religions abordent l'affranchissement de l'homme, la liberté de conscience, la liberté de penser. Prométhée qui vole le feu, Adam qui veut acquérir le savoir, avoir cette liberté de penser seul, sans la transcendance. En fait, quand on étudie l'esclavage, c'est cela que l'on étudie. C'est la liberté, cette lutte intemporelle pour que l'homme soit l'homme. Les historiens qui ont étudié les esclaves au travail se sont appuyés sur les écrits des voyageurs et les rapports des administrateurs. Et influencés par ces documents, ils ont considéré que ces tâches étaient réparties en fonction des aptitudes physiques des esclaves. Or, si on prend l'Asie du Sud-Est, l'esclavage est plutôt urbain et domestique par nature. Et donc, lorsque les tâches ont été distribuées par les employeurs, par les esclavagistes, ils ont forcément tenu compte des compétences et des savoirs apportés par ces esclaves, et non pas en fonction uniquement des aptitudes physiques. Et c'est pourquoi vous avez un certain nombre de Malais, d'Indiens, etc., qui étaient domestiques,
davantage d'Africains qui étaient affectés aux travaux des champs. Donc c'est davantage dû à la pratique de l'esclavage qui avait cours dans les espaces de recrutement, mais non pas uniquement par rapport à leurs éventuelles aptitudes physiques. Lorsque les maîtres et les gouvernants se sont entendus pour diversifier les lieux de recrutement des esclaves, ils ont agi de la sorte pour diviser cette population dominée et mieux régner. Cela a donné quoi dans la pratique? Une multitude de langues qui étaient parlées et la communication étant difficile, cela a entraîné un climat de grande violence qui a été, sur le plan linguistique, atténué grâce à l'apparition de la langue créole. Chacun va apporter une parcelle, mais personne ne pourra revendiquer l'essentiel. C'est une langue qui permet de communiquer entre esclaves, mais aussi avec le maître. Donc le maître a apporté des ingrédients, les esclaves malgaches, les esclaves africains également. Donc, tout cela a été mis en commun et nous donne cette langue qui a sauvé cette île. Cette langue est vraiment une matrice de non-violence par excellence parce que c'est elle qui diminue la pression, qui diminue l'incompréhension et donc qui crée, qui ramène un peu de sérénité dans cette île qui était vraiment dans une situation explosive, faute d'être compris par l'autre. Certains esclaves, jugés plus dociles ou plus habiles, étaient dévolus aux tâches de confiance, commandeurs supervisant leurs pères ou gardiens protégeant les récoltes. Les nourrices ou nénènes veillaient sur les enfants et participaient à leur éducation. Lorsque leur ingéniosité était remarquée, charpentiers, forgerons ou chaudronniers devenaient des esclaves à talent, experts en artisanat et métiers techniques comme les chauffeurs et les sucriers des usines. Alors bien que le site de Saint-Gilles-Léo, cette sucrerie sur laquelle nous nous trouvons, ait appartenu à l'une des plus puissantes familles sucrières de l'île, il faut savoir que cette sucrerie en particulier n'a jamais été une très grande sucrerie en termes de capacité de production. En revanche, cette sucrerie a été le foyer d'un travail important d'innovation et d'invention en matière de fabrication du sucre. Les procédés et les machines qui ont été fabriquées ici, qui ont été mises au point ici, sont le résultat de la rencontre de deux environnements. Le premier environnement, c'est l'environnement esclave qui travaille dans le sucre depuis des décennies, et la venue dans l'île d'un ingénieur polytechnicien, Joseph Martial Wetzel. Et c'est la réunion de ces deux savoirs, de ces deux compétences qui ont permis la mise au point ici, là où nous nous trouvons, d'une méthode de fabrication du sucre et d'une technologie particulière. L'ingénieur apportant d'un côté son savoir théorique, ses compétences académiques, et de l'autre, les esclaves apportant leur savoir pratique, leur expérience matérielle dans la fabrication du sucre. Les procédés et les machines qui ont été inventées ici fonctionnaient tellement bien, répondaient tellement bien aux contraintes locales de l'économie de la fabrication, que très vite, ces procédés et ces machines sont remarqués. Sont remarqués dans l'océan Indien, à l'île Maurice, qui fabrique du sucre depuis le milieu du XVIIIe siècle, remarqués dans la zone indienne-océanique, à Madagascar, à Nosy Be, remarqués également aux Antilles, qui fabriquent du sucre depuis bien plus longtemps que nous, et remarqués aussi au Brésil, où quelques-unes des machines qui ont été inventées ici ont été utilisées là-bas. Les esclaves qui travaillaient dans le sucre avaient une compétence technicienne avérée. D'ailleurs, ils étaient parfaitement identifiés dans les archives comme sucriers, comme chauffeurs, dont des compétences et des postes éminemment techniques. On a quelques traces d'esclaves, mais de manière indirecte, qui se sont illustrés dans la fabrication du sucre. Je pense par exemple à l'esclave Gélin, qui travaille sur l'habitation du Gol en 1840
pour le propriétaire Jean-François Placide Fortuné-Chabrier. Et c'est un esclave sur lequel Joseph Martial Wetzel, donc l'ingénieur polytechnicien, ne tarit pas d'éloges. Et dans une lettre qu'il adresse à Chabrier, il demande au propriétaire d'être large avec cet esclave parce qu'il est précieux. Donc quand vous voyez qu'un ingénieur polytechnicien accorde de l'importance à écrire à un propriétaire pour attirer l'attention de celui-ci sur cet esclave en particulier, c'est qu'il a dû jouer un rôle prépondérant dans, quelque part dans la mission que Wetzel accomplit à La Réunion. Le jour où on n'a plus personne sur qui taper, eh bien, on sera démuni. Madame Desbassins, avec le maintien de sa maison, qui a continué à fonctionner, l'habitation a fonctionné avec ses successeurs, qui étaient encore peut-être plus sévères que Madame Desbassins. Donc, pour eux, tout ce que les autres propriétaires d'esclaves avaient pu faire aux esclaves, il y a eu, si vous voulez, une convergence. Elle cumulait, vous savez, tout ce qui a été dit ou fait par les propriétaires d'esclaves. Le mythe, il a la vie dure. La légende, encore plus. Et quand la légende dépasse la réalité, on publie la légende. Cette théorie de la douceur de l'esclavage à Bourbon repose-t-elle sur un substrat cohérent? Lorsque la nouvelle de la chute du roi Louis-Philippe parvient dans la colonie à la fin du mois de mai 1848, les colons prennent peur parce qu'ils se disent le retour des républicains au pouvoir va automatiquement se solder par l'abolition de l'esclavage. Ils prennent peur et ils croient que les esclaves vont mettre la colonie à feu et à sang. Eh bien, lorsque le 20 décembre, l'abolition de l'esclavage se passe sans effusion de sang, sans mise à feu et à sang de la colonie, il n'a pas été trop difficile de faire accroire que cet heureux résultat était à mettre à l'actif des maîtres. Et comme ceux qui disposent de l'écrit étaient les maîtres et les nouveaux et les descendants des maîtres, il a été facile de distiller cette pensée, de faire croire que ici, on a été dans un paradis pour esclaves. En réalité, l'être humain est ce qu'il est. Lorsqu'on lui donne des pouvoirs, il sait en abuser. L'esclavage reste l'esclavage. Et l'idée qu'il aurait été plus doux sur mes terres qu'aux Caraïbes est une illusion. La société coloniale bourbonnaise fut en effet l'une des plus répressives. Ce n'est pas un hasard si la République n'a pas pu faire appliquer ici la première abolition de l'esclavage de 1794. L'encadrement des esclaves est si strict que les révoltes d'envergure sont rares. Mais ne vous y trompez pas. Ils résistent de 1000 façons. Les vols commis par les esclaves pour améliorer leur quotidien représentent la moitié des actes judiciaires engagés contre eux. La colère conduit également à la violence physique. Environ 20% des actes de rébellion prennent la forme d'agression, allant parfois jusqu'au meurtre. Que les victimes soient des pères ou des maîtres, ces actes sont réprimés avec une brutalité extrême. Face à cette sombre et dure réalité, certains esclaves choisissent de ne pas avoir d'enfants. En 1823, le taux de natalité des libres est de 41,5% contre seulement 6,35% pour les esclaves.
Avortement, infanticide et parfois même suicide. Autant de façons de refuser de continuer à subir sans rien pouvoir dire. Révolte et marronnage, il n'y a pas opposition entre les deux termes. Quand on parle révolte à La Réunion, il y en a une qui va se passer à Saint-Leu, dans les Hauts-de-Saint-Leu en 1811. C'est la seule révolte qui va avoir réellement lieu, qui va être vraiment mise en pratique. Et l'étude de cette révolte permet d'appréhender un peu toute l'histoire de l'esclavage à La Réunion, parce qu'elle regroupe énormément de données qui sont caractéristiques de l'esclavage à Bourbon. Le marronnage, il va être présent en permanence dans l'histoire de cette révolte. Il est présent avant la révolte, il est présent pendant la révolte et il va être présent après la révolte. Il n'y a donc pas antagonisme entre les deux termes. Le marronnage, c'est plutôt une action individuelle où on fuit en général vers les hauts, en cachette, en missouk. La révolte, c'est l'inverse. On descend. On va descendre vers les habitations, on va descendre vers les libres et on fait du bruit. Et on est nombreux, ce n'est pas individuel. Donc c'est une fausse opposition parce qu'en vérité, quand on regarde la réalité de cette révolte, de cette insurrection, on constate que les principaux chefs de la révolte ont été marrons juste avant la révolte. Que pendant la révolte, ils vont déferrer, c'est-à-dire ils vont enlever les fers, détacher des marrons qui étaient sur les habitations, et qu'après la révolte, certains vont fuir et vont partir marrons. Ce qui fait que donc ces deux situations a priori différentes vont quand même se regrouper tout au long de cette insurrection. À La Réunion, hors Église ou dans l'Église, il y a deux personnages d'héroïcité sociale. Un, le marron, c'est-à-dire celui qui risque sa vie pour la liberté, et le prêtre réfractaire, le prêtre abolitionniste qui va enseigner sa foi. Et nous connaissons peu ces prêtres. Jean Lafosse a été tenu donc à l'écart. Lafosse, le curé de Saint-Louis, a été le premier député-maire de Saint-Louis. Jean Lafosse a été un curé abolitionniste. Eux, détenteurs du savoir, il n'en avait pas d'autres. Les détenteurs du savoir étaient les clercs, c'est-à-dire les gens d'église. Eux ont pris le risque, le père Levavasseur, le père Lafosse, le père Joffard, qui était même candidat aux premières élections législatives de 1849, eux ont pris le risque d'enseigner l'humanité, l'humanisme. Même bonne corps convié, même le zoo brisé, l'esprit rond en marronnage d'un piton si à quelque rempart. Dimitil, Anchin, Simon Def, Silaos, nous l'a ensacré bonnes ancêtres, d'un zombilique Théala. Marianne, Eva, Simon Gavol, Salave, nous la mettons en l'air bonne zilette, pour donner naissance à notre nation, pour soubattre en Paris, pour nous ne perdre pas l'espoir. Nous sommes là, sur un site extrêmement important du marronnage. Nous sommes sur le piton Bronchard. C'est certainement le seul lieu où le nom d'un chasseur de marrons est utilisé pour identifier le site. Bronchard. Parmi les premiers esclaves qui sont venus dans cette île, les Malgaches étaient au départ majoritaires. Ils vont instaurer des royaumes comme à Madagascar. Sur cet espace, sur le sommet de ce piton, se déroulaient les grandes réunions du royaume. L'île a été divisée en royaumes et les rois réunis élisaient un grand roi de l'intérieur. L'histoire du marronnage, ce n'est pas une page de l'histoire de l'esclavage, c'est une page de l'histoire de la liberté. L'esclave qui rejette le système esclavagiste, qui veut vivre libre, même dans l'illégalité, il est
dans une autre dimension. Et c'est pourquoi j'insiste sur les aspects culturels et cultuels. Un Malgache ne peut pas s'installer dans un espace qui n'a pas été sacralisé. Donc, celui qui dispose de la connaissance, qui a eu contact avec les livres sacrés, qui, pendant son initiation, a appris ce qu'il faut faire pour sacraliser un espace, et qui est un enseignant, qui est un umbias, qui a la connaissance, définir le poteau central et l'organisation de la vie selon les 4 points cardinaux. Et c'est aussi pour mettre en place le culte des ancêtres. Parce que le plus gros traumatisme subi par les Malgaches qui ont été pris dans le circuit de la traite pour être vendus ici ensuite comme esclaves, eh bien, ces Malgaches craignaient, quand ils étaient à fond de cale, de mourir loin du tombeau ancestral. Parce que si le rituel ancestral n'est pas conduit après la mort, eh bien, l'âme est condamnée à errer. Cette dimension-là, c'était une grosse dimension de leur vie. Ça occupait une place centrale. Le culte des ancêtres chez les esclaves, que ce soit malgaches ou africains, ça occupe une place. Donc on ne peut pas rejeter leur façon de concevoir la vie. L'amour, la mort, c'est-à-dire toute l'histoire. L'abolition de l'esclavage de 1794 est directement liée à la révolte des esclaves de l'île de Saint-Domingue. Bien que dès le début de la Révolution française, l'idée de l'abolition est posée, et malgré la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, eh bien, il est nullement question d'abolir l'esclavage dans les colonies. En fait, dans cette période, l'île de Saint-Domingue connaît un soulèvement d'esclaves depuis quelques décennies. Et dans cette situation de guerre civile, l'Espagne et la Grande-Bretagne souhaitent profiter de la situation pour récupérer l'île aux mains des Français. Et les 2 commissaires de la République qui sont envoyés sur place vont prendre une décision totalement inédite, sans concertation avec Paris, de décider l'abolition de l'esclavage. Et c'est cette décision, donc sans concertation, qui n'est pas acceptée par les planteurs, par les propriétaires terriens. Voilà la raison pour laquelle l'Île-de-France, Bourbon et puis même la Martinique refusent l'abolition de l'esclavage de 1794. Menacés par l'abolition, les colons de Bourbon sont prêts à tout pour préserver l'esclavage. En 1799, certains proposent une déclaration d'indépendance. Puis, profitant de la guerre avec l'Angleterre, ils envisagent même de se rattacher à la couronne britannique. L'annulation du décret d'abolition par Bonaparte en 1802 est pour eux un soulagement éphémère. En 1815, les vainqueurs de Napoléon s'engagent au Congrès de Vienne à abolir la traite négrière. 2 ans plus tard, en 1817, Louis XVIII impose la mesure à toutes les colonies françaises. Cependant, les colons, avec la complaisance de certains juges, poursuivent clandestinement la traite, défiant ouvertement l'autorité du gouverneur. Face aux obstacles, un compromis qui ne met toutefois pas fin à la traite est trouvé. Bourbon peut faire venir des travailleurs sous contrat. En 1828, un premier convoi d'engagés indiens débarque ainsi sur mes terres, suivi plus tard par des Africains et des Chinois. L'esclavage a été aboli en 1848, mais comme à ce moment-là, en même temps, le sucre, l'économie cannière, si vous voulez, s'est développée, les planteurs avaient besoin de main-d'œuvre, donc ils ont été chercher quelques engagés en Inde. Et puis, comme les engagés qui sont arrivés ici à La Réunion étaient assez peu nombreux, 2000 environ, parmi les 60 000 esclaves, ils ont été mêlés aux esclaves. Ils ont eu le même traitement que les esclaves. Et ça, ils ne pouvaient pas l'accepter, puisqu'ils étaient venus avec un contrat de travail. Donc, ils se sont révoltés.
Et par conséquent, le gouvernement a dû les rapatrier en Inde. Alors qu'ont fait les planteurs? Ils ont été chercher des Chinois, mais pas des Chinois de Chine, hein, des Chinois des îles de la Sonde, qu'ils ont fait venir ici pour travailler en tant qu'engagés aussi. La même chose s'est passée. Les Chinois ont été surexploités et par conséquent, ils se sont révoltés eux-mêmes et on a arrêté ce système-là. Mais dès le moment où l'esclavage a été aboli en 1848, ils avaient déjà mis un certain nombre de règles, un certain nombre de lois, un certain nombre de décrets pour régler les problèmes qui pouvaient exister entre les planteurs et les engagés. En 1848, la Deuxième République abolit définitivement l'esclavage. Le 27 avril, Victor Schœlcher signe le décret d'abolition avec un délai de 2 mois pour son application. Face aux insurrections, la mesure est avancée au 22 mai en Martinique et au 27 mai en Guadeloupe, puis appliquée sans difficulté en Guyane le 10 juin. À La Réunion, bien que la mesure soit connue en mai, rien n'est fait avant que Sarda Garriga, commissaire de la République, ne débarque en octobre. Dès son installation, Sarda promulgue l'abolition le 18 octobre en accordant un délai de 2 mois coïncidant avec la fin de la Coupe des Cannes pour son application. Pendant ce temps, il parcourt l'île, expliquant aux futurs affranchis leurs obligations. L'émancipation dans l'ordre et le travail. Le 20 décembre 1848, environ 62 000 esclaves accèdent à la liberté. Leur citoyenneté est marquée par l'attribution d'un nom, choisi parfois avec dérision. Si les affranchis restent dans une grande précarité, les anciens propriétaires reçoivent quant à eux 39 millions de francs d'indemnité, près d'un tiers de celles versées à toutes les colonies esclavagistes françaises. Le 20 décembre 1848, l'abolition de l'esclavage marque une victoire, mais ce n'est pas la fin des discriminations raciales et sociales. On accuse les nouveaux libres de paresse, de s'enliser dans la pauvreté. Ces préjugés servent à justifier l'idée que ces anciens esclaves ne méritent ni la liberté, ni l'égalité. On va même jusqu'à les décourager de voter, leur suggérant de faire confiance aux anciens maîtres. Pourtant, en dépit des accusations de désertion, ils n'ont ni abandonné le travail, ni mis en péril l'économie. En 1853, 74% des affranchis sont toujours employés et en 1859, 46% des travailleurs sont encore employés sur les mêmes plantations où ils étaient autrefois esclaves. À nous-mêmes la défricheter là, la mettre toute debout, la dénicher, la faire honte à zot gros blanc. Mais si zot la suivent à nous, à cause l'été il fallait le fils nous bonne fille, le fille nous bonne fils, il gagne encore souffrance l'esprit comme il a. Le concept de traumatisme historique a été abordé, a été vraiment conceptualisé par Sotero et collaborateurs en 2006 aux États-Unis. Jusqu'à maintenant, en France, on ne parle pas de traumatisme historique et pourtant il y en a. Les génocides, les guerres, etc. Donc ici, c'est le traumatisme historique de l'esclavage, encore moins. On a encore moins abordé en France ou dans on pourrait dire la santé mentale, dans les souffrances ou même dans les comportements. Donc ça, c'est important de savoir comment cette violence s'est mise en place et qui puisse accentuer un état de stress post-traumatique de l'esclavage dont parle Le Léry. Alors dans ces traces-là, lui il parle à ce moment-là des traces qui se transmettraient de génération en génération, dans ce qu'on appelle dans le transgénérationnel, parce qu'il y aurait une modification des gènes sous l'effet de stress, donc qui peuvent vraiment interférer sur toutes les relations sociales, et ça c'est très important d'une certaine manière. Vous savez, jusqu'à aujourd'hui, à La Réunion, le blanc n'est plus joli. Pour une maman qui va avoir un enfant, si le marmaille il est un peu clair, elle est plus jolie. Donc ça c'est quelque chose qui a son origine dans toute l'histoire de La Réunion. Moi je suis aussi anthropologue et j'ai étudié ces comportements et on les trouve tout au long du XXe siècle et encore au XXIe siècle. Donc cette idée que la couleur elle est dévalorisante, plus elle est foncée, c'est ancré. Et donc on va tout le temps chercher à se blanchir. Donc c'est une pratique
C'est en train de disparaître peut-être, mais c'était ancré dans l'histoire et chez les livres de couleur en particulier, de chercher une alliance pour soi-même, pour ses enfants, qui soit avec quelqu'un déjà un peu clair. Et c'est pour ça qu'on va trouver aussi beaucoup d'alliances, y compris après l'abolition de l'esclavage, entre d'anciens livres de couleur, entre eux. Ils vont continuer à s'unir, alors que la loi leur permet maintenant de se marier avec des esclaves, d'anciens esclaves. Le 20 décembre 1848, il y a près de 62 000 esclaves qui sont libérés à La Réunion. Finalement, c'est un jour funeste pour les propriétaires, puisque c'est la fin d'un système sur lequel reposait finalement toute la vie économique et sociale. Le 20 décembre sera fêté à nouveau en 1849 par des messes, mais très vite, tout ça va disparaître. Ça va se résumer à une commémoration dans les familles des descendants d'esclaves. Il y a du chemin, oui, qui a été parcouru. Je crois qu'aujourd'hui, on n'a plus ce combat des mémoires qu'on avait entre communistes d'un côté, départementalistes de l'autre, et qui a pendant très longtemps fait du tort à la reconnaissance du 20 décembre, ce qui ne veut pas dire que le 20 décembre ne reste pas un moment politique. J'aurais une dernière question à vous poser, elle concerne votre fonction d'enseignant. Avez-vous vu une évolution chez vos élèves par rapport à cette date? J'avais des rires il y a 10-15 ans, mais qui étaient, je trouve, plutôt des rires de gêne. C'est-à-dire que c'était l'expression « faites caf » qui, j'allais dire, entraînait un certain malaise. Je trouve qu'aujourd'hui les choses ont changé. Il y a beaucoup de choses qui se font au niveau des collèges. Il y a un concours qu'on appelle la Flamme de l'égalité, dans lequel on retrouve des établissements du primaire, du collège, du lycée. Mais globalement, la connaissance de leur histoire par les élèves réunionnais reste très faible. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne leur en parle pas. Mais j'ai eu cette année quelque chose qui m'a redonné espoir. C'est que j'ai une élève de terminale que j'ai en cours qui est venue me voir en me disant « Monsieur, on ne nous parle pas assez de notre histoire, est-ce qu'on pourrait faire quelque chose pour la dernière semaine de décembre? On aimerait l'appeler semaine août culture et on aimerait que vous nous fassiez une conférence. » Donc voilà, je me dis que les graines qu'on sème aussi, elles servent à ça. Et ce n'est peut-être pas tant à l'école qu'on va l'apprendre, mais l'école peut susciter cette curiosité et faire qu'ensuite ces jeunes adultes, ces adultes s'emparent de l'histoire de La Réunion et s'emparent de l'histoire du 20 décembre. Ça faisait 15 ans que je n'étais pas allé au musée de Vilaine. Et à l'occasion de ce 20 décembre, j'ai redécouvert le lieu et aussi redécouvert l'engouement. Ce qui m'a surpris, c'est le nombre de personnes qui étaient là, présents, à venir commémorer finalement la mémoire d'un moment. C'est une très dure période de l'esclavage à La Réunion. C'est probablement plus que des blessures pour les descendants. Mais je me dis peut-être qu'à partir de ces blessures, on peut reconstruire mieux. Pour donner un exemple, dans l'art, et pour faire une différenciation, quand vous cassez un vase, habituellement, c'est cassé, on prend les 1000 morceaux, on les jette. Au Japon, l'art kintsugi, l'esprit kintsugi dit que non, on va reprendre tous les petits morceaux, donc toutes les petites blessures, toutes les grandes blessures, et on va recoller morceau par morceau le puzzle de l'ancien vase. Bien sûr, c'est long, bien sûr que c'est dur, mais patiemment, l'artiste il reprend le vase, il met des fils d'or qui servent à coller et à recoller les morceaux. Et finalement, après qu'on vous présente le nouveau vase, c'est plus beau. Peut-être que pour les Réunionnais, ça peut être ça. On
des blessures d'avant, on se reconstruit et on fait quelque chose de plus beau, de plus fort. Et Villèle peut être le symbole de ça, de cette reconstruction. J'ai un père congolais, une mère réunionnaise et l'ensemble de mon enfance s'est passé en métropole et une deuxième partie à voyager un peu dans différents coins. Et là, depuis 2 ans, La Réunion, pour la première fois, j'ai fait quelques vacances, pas beaucoup, mais pour la première fois, depuis 2 ans, je suis à La Réunion et je vis ici. Tu connaissais ce site? Non. C'est la première fois que C'est la première fois que je viens à Villèle. Ouais. Ouais. D'accord. Alors? Bah, c'est extraordinaire, parce que surtout sur une journée comme celle-ci, c'est extraordinaire. Les regards des gens, c'est comme si le sol il dégage quelque chose. Et surtout, ça a énormément de symbolique pour les personnes que je vois circuler autour de moi. Et c'est une histoire que je ne connaissais pas comme ça, que je connaissais peu. Et de me retrouver ici, je découvre en fait l'importance de ce lieu. Et c'est assez touchant pour moi, parce que en fait, c'est comme un apprentissage en fait. Je ne connaissais pas Villèle, je ne savais pas quel type de musée c'était. Donc c'est un apprentissage sur l'histoire de La Réunion, c'est un apprentissage sur ce secteur aussi de l'île, avec cette dame, Madame Desbassins, tu vois, que je découvre. Hein. C'est fou, hein. Donc j'apprends tout en fait là. J'apprends sur mon histoire, sur ma famille, j'apprends sur l'histoire familiale, moi je suis un CAF. Donc c'est un moment important, là j'entendais le conférencier qui parlait des marrons. C'est le conférencier d'ici hein, qui fait la visite guidée. Donc j'apprends vraiment et je découvre en fait. Et pour moi, en termes d'émotion, c'est chargé. Élie, Jacob, Fuessi, Edmond Albius, Lisley Geoffroy, Marianne, Simon Gavol, Eva, et tout mon bon sœur, ils se battent ensemble, fait grand désordre pour oublier pas nous. À ou même les entraîne écoute à moi. N'oublie pas où ça sort. Seulement, guette aussi, ça pour l'entraîne fait comme est là pour demain.